bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, on poursuit avec le campus PMO. Donc, je rappelle que cette session est retransmise en live, que vous pouvez adresser vos questions en live sur YouTube et que cette session sera diffusée de nouveau en replay sur YouTube. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Alexia Lacaze, qui est donc chargée d'affaires internationales au CNES. Donc, pour rappel, le CNES, qui est donc l'établissement public à caractère industriel et commercial chargé donc d'élaborer et de proposer au gouvernement français le programme spatial français et de le mettre en œuvre. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un thème d'intérêt qui croît dans la région et qui est rempli d'enjeux, à savoir la conquête de l'espace, qui est devenu aujourd'hui un nouvel enjeu de diplomatie. À titre d'information, les dépenses de la région MENA dans le domaine spatial ont presque doublé au cours de la dernière décennie, ce qui nous mène aujourd'hui à en discuter avec Alexia Lacaze. Et sans plus tarder, je vais poser ma première question qui nous vient à l'esprit quand on parle de ce sujet. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet intérêt croissant? Donc, vaste question. Vaste question. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi. Alors, cet intérêt croissant de la région pour les questions spatiales s'inscrit en réalité dans une tendance assez globale qui s'observe à l'échelle mondiale au sein du secteur spatial et qui est liée à un double mouvement. D'abord, une démocratisation de l'accès à l'espace du fait de la diminution des coûts des lanceurs, des coûts de production de satellites, et aussi un intérêt croissant pour les applications spatiales au service des politiques publiques, qui s'est un peu fait aussi à la faveur de la révolution numérique, qui a placé la donnée spatiale au cœur des nouveaux développements actuels. Et donc, on observe une multiplication au cours des dernières années des acteurs spatiaux, aussi bien publics que privés. Et un chiffre assez illustratif, le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies comptait en 2000 38 États qui avaient enregistré un objet spatial dans l'espace. Et le nombre s'élève en début d'année, début 2021, à 86 États. Et donc cette tendance générale se retrouve plus particulièrement au sein de la région, au sein du Moyen-Orient. Comme le disait Lana en introduction, le chiffre d'affaires de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord a doublé au cours des 10 dernières années. En tout cas, les dépenses passant de 750 millions d'euros en 2010, de dollars, pardon, à aujourd'hui à peu près 1,3 milliard de dollars. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les acteurs spatiaux de la région investissent aujourd'hui dans les activités spatiales et quels sont les ressorts de cet engouement. Et à mon sens, on peut y voir au moins 3 facteurs, dans le sens où le spatial est un vecteur de transformation économique, de transformation sociale, et est aussi perçu au sein de la région comme un élément de prestige et de reconnaissance internationale. Donc sur le premier point, il y a un véritable enjeu de diversification économique au Moyen-Orient et en particulier dans les monarchies du Golfe, dont les économies sont encore largement dépendantes des revenus pétroliers et gaziers. Et donc le spatial, c'est aussi un moyen pour ces pays-là de construire une économie de la connaissance, une économie des hautes technologies, et d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales, de favoriser l'innovation. Et un exemple assez frappant, c'est l'Arabie Saoudite qui a adopté en 2016 une nouvelle stratégie, Vision 2030, et qui place le spatial au sein de cette stratégie comme un élément clé de la diversification de l'économie. Et 2 ans plus tard, en 2018, l'Arabie Saoudite a créé son agence spatiale. Le deuxième facteur que je mentionnais, du spatial qui est perçu comme un vecteur de transformation sociale, c'est aussi un enjeu pour ces pays-là d'inciter les nouvelles générations, la jeunesse, à s'intéresser davantage aux sciences et aux technologies. Et pour ça, le spatial est très utile parce que c'est la part de symbolique et la part de rêve qui porte en lui et un outil de communication assez parlant pour les jeunes. Et il y a un véritable enjeu, en tout cas dans ces pays à ce niveau-là, puisque il y a un manque d'ingénieurs et de scientifiques qui est pourtant indispensable pour pouvoir avancer vers une économie plus diversifiée et basée sur l'innovation. Et alors c'est particulièrement parlant par exemple aux Émirats Arabes Unis où en 2007 on avait à peu près 0,8% des étudiants doctoraux au sein de l'enseignement supérieur, ce qui est assez faible. Et donc en réponse à cela, on a des projets par exemple aux Émirats Arabes Unis comme le projet Mars 2117
qui, sous l'habillage de construire, d'être un projet de construction d'une ville martienne au siècle prochain, vise en fait à essayer d'attirer les nouvelles générations vers les carrières scientifiques et technologiques. Et en parallèle de ça, les Émirats arabes unis ont mis en place de nouveaux cursus spécialisés dans les activités spatiales, notamment au sein des universités d'Al Ain ou de Sharjah, pour pouvoir monter en compétences en emploi hautement qualifiés. Et le troisième ressort qui a une importance aussi, c'est, comme je disais, le spatial est un enjeu de prestige et un élément de reconnaissance régionale et internationale. Et le spatial, en ce sens, demeure un atout, un attribut de la souveraineté et de la puissance. Et on le voit assez bien avec la mission martienne, la mission émirienne Hope, qui a été lancée en juillet 2020 et qui est arrivée en orbite martienne en février. Et le succès de cette mission martienne a permis aux Émirats de rentrer dans le club des nations martiennes. Et ils sont devenus ainsi le 5e pays à être en mesure de mettre une sonde en orbite martienne, en devançant la Chine, puisque la Chine a réussi le même exploit, mais le lendemain, le 10 février. Et la première nation arabe, du coup, a réussi une mission interplanétaire. Et le dernier point qui mérite aussi d'être mentionné, c'est que c'est l'implication stratégique du spatial aujourd'hui. Comme vous le savez, les activités spatiales sont par nature des activités duales, et développer des capacités spatiales, c'est aussi arriver à développer des capacités en termes de sécurité et de défense, que ce soit des satellites de reconnaissance ou des communications sécurisées. Ça reste un enjeu qui n'est pas forcément mis en avant comme une des priorités des pays dans la région, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. Donc en synthèse, le spatial est vraiment perçu dans la région avant tout comme un outil de transformation profonde de la société dans un contexte de mutation économique et sociale sur fond de défis géopolitiques. Merci Alexia, c'est très clair. Et maintenant, après avoir expliqué donc, cet intérêt croissant, est-ce que tu pourrais nous dire donc, quelles sont les ambitions des acteurs de la région, ou en est-on dans l'état d'avancement des projets liés à la conquête spatiale ? Oui, alors là ici c'est aussi intéressant parce que si cet engouement dont on vient de parler est largement partagé au sein de quasiment l'ensemble des pays de la région, en réalité il y a de fortes disparités de développement et une très grande hétérogénéité entre les différents pays avec des ambitions et des moyens très différents. Alors pour faire un panorama rapide, les Émirats arabes unis apparaissent aujourd'hui comme l'acteur le plus actif dans la région et du moins celui qui a connu le développement le plus rapide au cours des dernières années. On peut faire remonter les débuts du spatial émirien avec la création du premier centre technique à Dubaï, le MBRSC en 2006. Et à partir de là, les Émirats arabes unis ont commencé à investir de plus en plus des activités spatiales en s'alliant avec d'autres partenaires étrangers, ce qui leur a permis en 2009 de lancer DubaiSat, leur premier satellite d'observation de la Terre, en collaboration avec la Corée du Sud. Mais c'est véritablement à partir de 2014 qu'on observe une accélération dans la montée en puissance du spatial émirien, puisque 2014, c'est l'année de la création de l'Agence spatiale émirienne, qui elle est située à Abu Dhabi, contrairement au MBRSC, le centre technique qui lui est à Dubaï. Et donc avec la création de cette agence spatiale, ça apporte une dimension fédérale au programme spatial émirien. Et en même temps, c'est en 2014 qu'est prise aussi la décision de lancer le programme martien de la sonde émirienne Hope qui a atteint l'orbite martienne en début d'année. Et donc à partir de là, le spatial émirien s'est structuré très rapidement avec un programme, une stratégie, un cadre réglementaire et a couvert des domaines allant au-delà de l'observation de la Terre ou de la télécommunication, qui sont un peu les domaines classiques quand un acteur entre dans le champ spatial, et en s'étendant notamment à l'exploration aux vols habités. Et par exemple en septembre 2019, les Émirats ont fait voler leur premier astronaute sur la Station spatiale internationale dans le cadre d'une coopération avec la Russie. Il est resté 10 jours sur la station, donc c'est pas les vols qu'on a traditionnellement avec les astronautes des pays partenaires de la station. Mais ils ont réussi à faire voler leur premier astronaute. Ils ont lancé un processus de sélection et 2 nouveaux astronautes ont été sélectionnés en avril dernier, dont une femme qui sera donc la première femme émirienne et a priori la première femme arabe à voler dans l'espace.
L'exploration, c'est aussi donc un thème aujourd'hui qui est très prégnant dans le programme spatial émirien, de plus en plus, avec la mission Hope dont j'ai déjà parlé. Et cette mission qui poursuit un peu un double objectif. Il y a d'abord un objectif scientifique, puisque l'objectif de cette mission, c'est d'observer et de mieux comprendre le climat martien. Et c'est une sonde qui est dotée de 3 instruments, donc en fait, elle va se contenter de faire des orbites autour de Mars pour observer et analyser le climat. L'idée, c'est pas de se poser, parce que les pays qui sont capables aujourd'hui de se poser sur Mars, ils sont peu nombreux, ils sont 2, c'est les États-Unis et la Chine. La Chine qui a réussi cet exploit en mai dernier. Et qui sont capables de se poser et de déployer un rover. Donc là, c'est c'est déjà un exploit en soi, d'orbiter autour de Mars. Donc d'un point de vue scientifique, c'est l'objectif de cette sonde, mais il y a aussi un objectif, disons peut-être plus de communication, puisque le retentissement a été assez important et a fait rentrer donc, les Émirats dans le club des nations martiennes. Et c'est aussi en 2021 que la date avait été choisie pour la réalisation de cette mission, qui correspond aux 50 ans de l'établissement des Émirats arabes unis. Donc c'est un symbole assez fort pour montrer au reste de la région, en tout cas du point de vue des Émirats, qu'ils sont le leader régional en matière spatiale et un peu le fer de lance de la civilisation arabe dans le domaine. Alors, au-delà des Émirats arabes unis, en fait, ce succès rapide a créé des émulations dans toute la région. Alors, avec des niveaux et des ambitions et des moyens assez différents. On peut penser par exemple au Bahreïn, qui a annoncé en début d'année son projet de lancer son premier satellite d'ici la fin de l'année. Alors ce sera un CubeSat, donc c'est pas un satellite extrêmement complexe, mais ça reste une ambition. Oman, qui est également en phase d'études, a créé un bureau dédié à l'espace au sein du ministère des Télécommunications et cherche à se doter de son propre satellite de télécommunications également. Le Qatar s'est déjà doté dès 2013 d'un premier satellite de télécommunications qui permet notamment de diffuser Al Jazeera dans la région et est maintenant rentré aussi en phase d'études qui pourrait déboucher peut-être à plus ou moins court ou moyen terme à l'établissement d'une stratégie spatiale. Il y a 2 autres acteurs qui sont peut-être plus en périphérie de la région mais qui sont intéressants de mentionner parce qu'ils montrent bien cette dynamique qui est à l'œuvre. C'est l'Égypte et la Turquie. Tous deux se sont dotés d'une agence spatiale en 2018. L'Égypte avec aussi des ambitions finalement assez marquées puisqu'elle espère mettre en place des missions d'exploration, avoir ses propres astronautes d'ici 2026. Et la Turquie qui a annoncé, alors est-ce le hasard ou pas, mais le 9 février dernier, c'est-à-dire le même jour où la sonde émirienne arrivait sur Mars, la Turquie a annoncé ce jour-là, par le biais du président turc, son nouveau programme spatial qui se veut lui aussi extrêmement ambitieux avec une mission lunaire prévue déjà pour 2023, qui sera également le centenaire de la Turquie. Au-delà de ces pays, le seul aujourd'hui dans la région qui semble à même d'être en position de rivaliser, en tout cas sur la scène spatiale, et qui montre cette ambition avec les Émirats arabes unis, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, qui à l'inverse des Émirats, dispose déjà d'un historique que n'avaient pas les Émirats, puisqu'elle a été à l'origine de la création de Arabsat, qui est l'organisation arabe des télécommunications, qui a été fondée dans la fin des années 1970 et en demeure l'actionnaire majoritaire. Elle a aussi noué une coopération étroite avec les États-Unis assez tôt, ce qui lui a permis d'être en fait la première nation arabe à faire voler un astronaute dans l'espace. C'était en 1985 avec le prince Sultan bin Salma. Et elle dispose également d'un centre technique depuis créé à la fin des années 70 qui a mené le début, en tout cas historiquement, les premières activités spatiales de l'Arabie saoudite avec des microsatellites dans l'observation de la Terre, dans les télécommunications, ou plus récemment qui a fourni une caméra optique dans le cadre de la mission chinoise Chang'e 4, qui est la mission qui s'est posée sur la face cachée de la Lune en janvier 2019. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite montre des ambitions renouvelées et notamment probablement en réponse avec cette émulation dans la région et donc avec une ambition
de diversification de l'économie et aussi de se positionner en leader régional face aux Émirats arabes unis. Et ça a conduit donc à la création de son agence spatiale en 2018, comme je le disais, et avec un programme qui est en cours de refonte et qui devrait être publié prochainement, et des budgets importants. On a lu dans la presse que l'Arabie comptait mettre à peu près 2 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour alimenter son programme spatial, à voir si ces budgets seront consolidés ou pas. Donc voilà pour l'Arabie Saoudite. Et peut-être un dernier acteur à mentionner, mais c'est un cas un peu à part par rapport à la dynamique générale, c'est Israël, puisque Israël est un acteur historique en fait du spatial et n'a pas vraiment attendu que le New Space et ses nouvelles dynamiques émergent pour se lancer dans la compétition spatiale. Il est présent depuis assez longtemps, puisque dès 1988, il a lancé avec ses propres moyens, donc son propre lanceur, son propre satellite, ce qui en a fait la 8e nation au monde capable de lancer, de mettre en orbite son propre satellite. Et avec un programme donc, et une industrie performante et assez développée. Donc voilà à peu près pour l'état des lieux et le panorama des pays dans la région. Merci Alexia pour ce panorama géographique très complet. Dernière question, compte tenu des tendances actuelles et de l'exposé des stratégies de chaque pays que tu viens de faire, quelles sont les opportunités pour les acteurs français ? Alors ici, je pense qu'il faut essayer d'analyser ça à l'aune de 3 facteurs, ou en tout cas de 3 dynamiques. La première, à mon sens, c'est la dynamique interrégionale. Historiquement, on n'a pas vu émerger au sein de la région une dynamique de coopération régionale globale, malgré quelques initiatives qui ont connu des succès plus ou moins avérés. Il y avait Arabsat, comme j'en ai parlé tout à l'heure, lancé à l'initiative de l'Arabie Saoudite et qui réunit 21 États membres aujourd'hui. Il y a eu un projet assez récurrent de créer une agence spatiale arabe qui n'a finalement jamais abouti à ce sens. Et plus récemment, en 2019, les Émirats arabes unis ont lancé une initiative pour créer le Arab Space Collaboration Group, dont l'objectif réunit aujourd'hui à peu près une dizaine d'États. Et l'objectif, c'est de développer un satellite d'observation de la Terre hyperspectral. C'est une initiative récente, on verra ce que ça donnera. Mais historiquement, voilà, on n'a pas vraiment une coopération régionale assez forte. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, au regard des dynamiques géopolitiques récentes de la région, que la situation pourrait peut-être changer, ou du moins que de nouvelles opportunités pourraient se créer, puisque en début d'année, l'Arabie Saoudite a levé l'embargo diplomatique contre le Qatar, qui avait été mis en place en 2017. Et un autre événement important qui a largement changé la dynamique dans la région, c'est la signature des accords d'Abraham en juillet, à l'été 2020. Et donc la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, qui apparaît comme un événement clé dans la région et qui pourrait changer, en tout cas au niveau régional, interrégional, les dynamiques et ouvrir de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives. La deuxième dynamique à prendre en compte, c'est la coopération internationale. Alors là, on n'est plus focalisé juste sur ce qui se passe dans la région, mais au niveau international. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les États de la région, mis à part donc Israël, sont actuellement, et y compris les Émirats arabes unis, dans une phase de montée en puissance, mais ne disposent pas de toutes les compétences pour pouvoir mener des programmes spatiaux complets et autonomes. Et donc, on a nécessairement besoin, pour mettre en œuvre leurs ambitions, de s'appuyer sur des partenaires internationaux. Et alors là, c'est un peu le paradoxe émirien et c'est intéressant de le souligner, puisque les Émirats arabes unis sont devenus une nation martienne grâce à leur mission Hope, et en même temps, ils n'ont pas de capacité de lancement autonome, puisque la mission Hope a été lancée par le Japon, par leur lanceur H2A, et la sonde elle-même a été conçue dans le cadre d'une collaboration étroite avec les États-Unis. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a encore, même si l'objectif certainement à plus ou moins long terme, ce serait d'obtenir une certaine autonomie et d'arriver à avoir une industrie locale autonome et autosuffisante, aujourd'hui c'est pas le cas, et la
conséquence de ça, c'est que ces pays ont besoin de s'appuyer sur des partenaires internationaux pour mettre en œuvre leurs programmes. Et le troisième point qu'on pourrait soulever, la troisième dynamique, c'est la question des coopérations institutionnelles. Et c'est peut-être là où je vais parler un peu plus du CNES. En tant qu'agence spatiale, on a une coopération qui est formalisée avec les Émirats arabes unis, avec l'agence spatiale émirienne, dans le cadre d'un accord qui a été signé en 2015. Et donc, les liens entre les deux agences, ces discussions étroites ont amené à l'ouverture en 2018 d'un bureau du CNES au sein de l'ambassade de France à Abu Dhabi, un bureau de représentation du CNES. Et la coopération institutionnelle aujourd'hui se décline dans plusieurs domaines, et en particulier dans le domaine de l'exploration lunaire, qui est, dans le cadre en tout cas du programme émirien, la prochaine étape, puisque les Émirats arabes unis ont l'ambition de lancer d'ici 2022 leur première mission lunaire. Alors il s'agira d'un rover qui s'appelle dénommé Rachid. Et ce rover fait l'objet d'une coopération entre la France et les Émirats, puisqu'il il sera équipé de caméras fournies par la France. Donc voilà à peu près pour le tour d'horizon, et je pense qu'on peut peut-être conclure en disant que les perspectives à court et moyen terme sont là pour les acteurs français, et que la région a probablement le potentiel, en tout cas au regard de sa volonté politique, des moyens financiers et de l'écosystème naissant qui reste à consolider et à construire, mais les moyens de devenir un acteur spatial qui compte à l'avenir. Et on n'en doute pas, et merci beaucoup en tout cas Alexia pour avoir répondu de manière très complète à ces questions. On passe maintenant à notre session de questions-réponses. On a 10 petites minutes, donc on a déjà une première question. Est-ce qu'il est prévu une base de lancement dans la péninsule arabique ? Alors c'est une bonne question. En l'état actuel de mes connaissances, en tout cas officiellement non, rien n'a été annoncé. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la seule nation qui a aujourd'hui publié officiellement son programme spatial, c'est les Émirats arabes unis. Les autres nations, et en particulier l'Arabie saoudite, sont en cours de réflexion et de définition de leur programme spatial. Donc aujourd'hui, a priori non, mais c'est fort possible que oui, à l'avenir, on peut s'attendre à ce qu'un pays, s'il veut être doté de l'ensemble des attributs pour devenir une véritable puissance spatiale, devra disposer d'une base de lancement. Mais pour ça, il faudra suivre la publication des programmes spatiaux, et on en sera plus probablement d'ici quelques mois, quelques années. Merci pour cette présentation. Je me demandais si l'écosystème dans ces régions est plutôt composé d'acteurs privés ou publics. Est-ce qu'il y a vraiment une dynamique privée d'entreprises petites, moyennes, grandes ou de start-up qui se développent autour du spatial ? Oui, alors effectivement, ça c'est propre au domaine spatial, où les financements sont au départ largement publics, et peut-être plus que dans d'autres secteurs, c'est un peu une constante. Mais ça n'empêche pas que oui, on observe ce développement d'acteurs privés, d'un écosystème qui est quand même encore émergent aujourd'hui, hein. Et je pense qu'il est plutôt focalisé sur quelques pays, en particulier aux Émirats arabes unis, où on voit émerger quelques entreprises avec des fonds privés. Mais c'est encore assez naissant. En revanche, en Israël, là pour le coup, on a un écosystème spatial qui est beaucoup plus mature. Et par exemple, la mission lunaire que Israël a lancée en 2019, Bereshit, qui a atteint la Lune, mais qui lors de l'unissage s'est crashé, a été lancée par une société privée, SpaceHill. Donc c'est encore assez hétérogène, mais c'est vraiment une volonté, par exemple si on regarde le programme de l'Agence spatiale émirienne, de développer un écosystème, une industrie performante locale, et mettre l'innovation au cœur de ces thématiques. Ça fait partie des priorités du programme. Et on sent qu'il y a les mêmes frémissements du côté de l'Arabie saoudite aussi, où il y a cette volonté de mettre l'économie spatiale au centre des priorités. Donc voilà, je pense que ça ouvre aussi des perspectives pour l'avenir. D'autres questions ?
Bonjour, merci pour la présentation. Comment se positionnent les acteurs français par rapport, par exemple, aux acteurs américains dans la région, des Émirats Arabes Unis? Dans le domaine spatial, bien sûr. Oui. Je ne serais pas compétente pour répondre dans les autres domaines. Alors, dans le domaine spatial, il y a... Alors, clairement, dans la région, que ce soit les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, c'est des alliés de longue date des États-Unis. Et les États-Unis ont eu historiquement une relation étroite avec en particulier ces deux partenaires. Comme je l'ai mentionné, ne serait-ce que le vol du premier astronaute arabe, le saoudien, le prince bin Salman, se fait dans le cadre d'une coopération avec les États-Unis. Et donc, du coup, forcément, il y a aussi une industrie américaine qui est là de longue date et historique. Il n'empêche que la France aussi a des industriels qui sont relativement présents et historiquement présents dans la région, que ce soit dans le cadre des lanceurs, avec Ariane Espace, qui a lancé un nombre très important de satellites, que ce soit des satellites de l'organisation Arabsat, ou que ce soit des satellites des Émirats Arabes Unis. On a également les grands industriels français, que ce soit Airbus ou Thales, qui sont présents dans la région et qui ont conçu aussi des satellites, que ce soit des satellites Arabsat, qui sont, en tout cas qui sont assez bien imprégnés. Donc effectivement, après aujourd'hui, le monde spatial, et que ce soit plus spécifiquement dans la région, le Moyen-Orient ou dans les autres régions, il fait l'objet d'une compétition de plus en plus intense entre les différentes nations, et disons au niveau privé en tout cas, et forcément quand on voit avec des sociétés comme SpaceX qui émergent et qui n'existaient pas, en tout cas pas avec l'ampleur qu'elles avaient il y a 10 ou 15 ans, forcément il y a des évolutions générales et qui se retrouvent aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus d'acteurs privés et avec des marchés aussi émergents. Donc le positionnement des acteurs est pas forcément, disons, plus compétitif aujourd'hui peut-être qu'il n'a pu l'être avant. Clairement. On a encore le temps pour une petite question. Mais écoutez, la session est finie et merci beaucoup Alexia pour cette session. Merci beaucoup à vous et bon après-midi.